Valoriser la recherche à Sciences Po Lille, c'est l'objectif de cette série de podcasts que nous débutons aujourd'hui. L'idée ? Interroger tous les mois un enseignant-chercheur de l'école pour qu'il rende compte en 15 minutes top chrono de son parcours, de ses travaux, mais aussi de sa vision du métier de chercheur. Nous avons l'honneur d'ouvrir cette série avec Nicolas Cassiaf, enseignant-chercheur en sciences politiques et directeur de la recherche à l'IEP de Lille. Bonjour, donc je suis Nicolas Cassiaf, je suis maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille, membre du laboratoire de recherche CERAPS et actuellement co-directeur de la recherche à Sciences Po Lille. En tant qu'ancien élève de Sciences Po, vous savez que tous les étudiants sont confrontés à un moment ou un autre de leur scolarité à la recherche, donc certains en développent un goût prononcé lors de la réalisation de leur mémoire notamment. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Sinon, quand et comment vous est venu cet attrait pour la recherche, vous amenant du coup à devenir enseignant-chercheur ? Alors moi, initialement, j'ambitionnais de faire du journalisme. Et donc, j'ai fait Sciences Po Lille à l'issue du bac dans la perspective de pouvoir intégrer une école de journalisme et notamment le SJ. Mes expériences de stage en journalisme ont été assez peu concluantes au sens où voilà, je pense n'avoir pas les dispositions, les compétences pour faire ce métier. En revanche, je continuais à m'intéresser de plus en plus à l'univers des médias et au journalisme. À l'issue de mes études à Sciences Po Lille, je m'interrogeais sur la poursuite de mes études et donc j'ai décidé de faire un master. On appelait ça une maîtrise à l'époque de sciences politiques, suivi d'un DEA de sciences politiques, où voilà, cette discipline me passionnait. Un peu naturellement, j'ai franchi les étapes dans la perspective d'être enseignant-chercheur. Vous êtes aujourd'hui spécialisé dans l'analyse des médias et de l'espace public, et en fait, si on comprend bien, c'est un domaine auquel vous vous êtes intéressé dès vos toutes premières recherches. Donc, dès mes études à Sciences Po, donc à l'époque c'était en 3e année, on devait faire un mémoire de recherche et je l'avais consacré à une controverse portant sur la ville de Roubaix. Un journaliste qui s'appelait Philippe Aziz avait publié un livre qui s'appelait Le paradoxe de Roubaix, qui était un livre qui dénonçait la montée de l'islamisation dans la ville et le silence des autorités locales. Et ça avait suscité beaucoup de réactions localement, à la fois parce qu'il y avait une dynamique de stigmatisation, de mise en accusation de la ville, et puis parce que sur de nombreux aspects, ce livre était factuellement faux. Sauf qu'il avait fait l'objet d'une grosse promotion de la part d'un hebdomadaire national, Le Point, et que ça avait, si vous voulez, cristallisé l'idée selon laquelle Roubaix était un peu le laboratoire de l'islamisme radical. Donc on était au milieu des années 90, pour dire voilà, tout un ensemble de polémiques actuelles ont une relative ancienneté. Et donc j'avais essayé à l'époque d'analyser cette controverse pour comprendre toutes les raisons qui faisaient que la focale médiatique nationale s'était dirigée vers Roubaix. En maîtrise, j'ai réalisé mon mémoire sur le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut, où j'ai essayé d'analyser le contenu et puis la fabrication de ce journal en essayant de montrer dans quelle mesure, par tout un ensemble de procédés rhétoriques, par le choix des sujets, par également tout ce que ce journal ne donnait pas à voir, on retrouvait les matrices d'un imaginaire conservateur assez classique. Et puis en DEA, j'ai consacré mon mémoire à l'éditorial et à ses transformations pour essayer de comprendre l'ensemble des systèmes de contraintes qui pesaient sur les éditorialistes selon leur position dans l'espace journalistique, selon le journal dans lequel ils étaient amenés à travailler, pour essayer de construire une typologie des éditoriaux contemporains et de leur transformation. On caractérise souvent l'éditorial comme étant un espace d'expression de la subjectivité des journalistes, alors qu'en fait, il y a assez peu de subjectivité qui s'exprime parce que lorsqu'on est amené à rédiger un éditorial, on est confronté à tout un ensemble de contraintes liées au lectorat, liées à l'équipe avec laquelle on travaille, liées à l'histoire du journal dans lequel on est amené à rédiger les éditoriaux, qui finalement laissent assez peu de place à l'objectivité et qui, d'une certaine façon, conditionnent
lorsqu'un événement arrive, les possibles en termes d'expression, de prise de position, et essayer de comprendre aussi pourquoi certains éditorialistes avaient la possibilité de mobiliser des jugements véritablement normatifs, de livrer des opinions, de prendre position dans le débat, alors que d'autres conçoivent davantage l'éditorial comme l'expression d'une forme d'expertise, d'éclairage, d'analyse, et euphémisent d'une certaine façon les partis pris, ou alors énoncent des partis pris de façon un peu déguisée. Par exemple, la manière dont Alain Duhamel va juger les hommes et femmes politiques, non pas au regard de principes moraux ou idéologiques, mais au regard de leur performance, en s'appuyant sur les sondages d'opinion. Et d'une certaine manière, il va toujours dresser les louanges aux mêmes, mais en faisant comme si il n'était pas dans l'énonciation d'un parti pris, d'une subjectivité ou d'une prise de position idéologique. Justement, cette idée de subjectivité, ou du moins d'évolution de la forme de subjectivité de certains journalistes, vous la traitez dans un article qui nous a particulièrement intéressé, l'article paru en 2014 intitulé « Communication politique et distanciation journalistique sur les transformations contemporaines des pages politiques de la presse écrite française ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Cet article, en fait, c'est une synthèse d'un des aspects d'un des points que j'ai traité dans ma thèse. Donc, à l'issue de ce travail de DEA, j'ai donc eu ce qu'on appelait à l'époque une allocation de recherche, qu'on appelle aujourd'hui un contrat doctoral, hein, c'est-à-dire que l'école doctorale attribue un certain nombre de bourses. Assez vite, j'ai consacré ma thèse aux transformations des pages politiques dans la presse écrite française depuis 1945, en travaillant sur une dizaine de quotidiens et d'hebdomadaires français. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'enjeu a été donc non seulement de décrire ces transformations dans le contenu de ces pages politiques, dans la manière dont les journalistes politiques en France ont d'une certaine manière défini leur métier, leur rôle, ce qu'ils considèrent comme constituant l'actualité politique légitime. Donc, il y a eu un travail de description et d'analyse des contenus. Et puis après, l'énigme était de comprendre pourquoi ces transformations, et en particulier, pourquoi est-ce qu'a disparu un journalisme dont les principales caractéristiques étaient de rendre compte des débats politiques publics exprimés sur la scène, notamment lors des séances de l'Assemblée nationale, lors des meetings. Donc un journaliste qui rendait compte du discours politique et qui ensuite essayait de le commenter selon les différents positionnements des journaux, vers un journalisme politique qui s'apparente un peu à ce que je décrivais précédemment au sujet d'Alain Duhamel, à savoir un journaliste politique qui recherche avant tout à analyser les tactiques et les stratégies du personnel politique, à produire des récits de la compétition entre les principaux leaders politiques, donc une approche très personnalisée, davantage focalisée sur les coulisses, et finalement qui s'intéresse bien davantage aux jeux politiques, aux batailles, aux luttes pour le pouvoir, qu'aux enjeux. Donc c'était ça un peu l'enjeu de ce travail de thèse. C'est un travail qui semble assez large et complexe. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pour le réaliser ? Non, pas tant que ça. Ben, disons qu'il y avait donc deux principaux volets. Il a fallu d'abord constituer ce qu'on appelle un corpus, c'est-à-dire retrouver les archives de presse de cette dizaine de journaux depuis 1945 et les analyser. Et puis le second volet, du point de vue de l'enquête, ça a été la réalisation d'entretiens avec environ 70 journalistes qui ont marqué cette histoire, c'est-à-dire qui ont appartenu à ces rédactions. Donc certains étaient à l'époque très âgés, puisqu'ils avaient été journalistes politiques, d'ailleurs on disait à l'époque journalistes parlementaires, sous la 4e République, et puis des journalistes plus jeunes qui ont peuplé ces rédactions depuis les années 60 aux années 2000.
Et non, je n'ai pas rencontré particulièrement de difficultés. J'étais assez étonné par la disponibilité de ces journalistes, mais c'était déjà le cas à l'époque du DEA. Alors, ouais, j'étais assez jeune étudiant. J'ai pu réaliser des entretiens plutôt intéressants, assez longs, avec beaucoup de journalistes considérés comme des stars à l'époque, François-Olivier Gisbert, Jean Daniel et d'autres. Voilà, c'est étonnamment facile. Alors évidemment, il y a eu des réticences, évidemment, il y a eu des refus, mais la plupart d'entre eux tiennent à des questions de disponibilité plus qu'à une réticence à rencontrer un apprenti chercheur. Depuis, vous êtes devenu un habitué des enquêtes auprès des journalistes politiques. Quelles ont été vos dernières recherches à leur propos, par exemple? Sur le journalisme politique à proprement parler, ces dernières années, avec Julien Talpin, on s'est intéressé davantage au journalisme politique à l'échelle locale. Et on a notamment fait un travail il y a 5 ans à peu près autour de l'énigme suivante. Qu'est-ce que c'est que d'être journaliste dans un territoire marqué par pauvreté des habitants, par de très fortes inégalités sociales? Est-ce que ça modifie les manières de faire son métier? Est-ce qu'on voit d'autres choses? Est-ce qu'on a plus de difficultés à rencontrer des sources? Et donc, c'était un travail mené auprès des journalistes présents à Roubaix, où effectivement la question de leur relation avec la municipalité, la question de leur relation avec les oppositions politiques se posait de façon criante, parce que une des choses qu'on a essayé de montrer, c'est que dans un contexte comme le contexte roubaisien, dans lequel il y a une très forte conflictualité sociale qui est exprimée publiquement, une vie associative relativement dynamique, des nombreux centres sociaux, bref, une grande diversité d'acteurs et qui s'affrontent publiquement sur les politiques municipales, donc parfois contre la mairie, parfois avec la mairie pour pouvoir s'opposer aux institutions nationales ou aux services publics nationaux. Eh bien, dans ces conditions-là, les journalistes localiers à Roubaix avaient la capacité de fabriquer un journalisme relativement critique, relativement distancié par rapport à la municipalité, parce qu'ils disposaient d'une diversité d'interlocuteurs, et ce, contrairement à ce qu'on peut observer dans de très nombreuses rédactions locales, où en l'absence d'une opposition structurée, en l'absence d'un débat public ou de controverse publique forte sur un territoire donné, eh bien, les journalistes, il y a de très fortes chances qu'ils aient tendance à rendre compte avant tout du point de vue de la municipalité, à construire l'actualité en fonction des intérêts de la municipalité en place. C'est intéressant parce que vous évoquez dans cet article la possibilité pour certains journalistes de développer un fort discours critique. Et cette remarque, on pourrait la transposer aux chercheurs. Est-ce qu'il en est de même pour eux? En d'autres termes, est-ce que la recherche est forcément neutre? La recherche, elle n'a pas pour vocation à être neutre, ou alors il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par neutralité. En fait, il y a différents temps dans l'activité de recherche. Le moment où il faut suspendre, on va dire, ses partis pris, ses opinions, il faut observer les phénomènes sociaux avec rigueur, il faut systématiquement démontrer, prouver chacune de ces affirmations. C'est le moment de l'enquête à proprement parler et de l'analyse des résultats. Mais le choix même de nos thématiques de recherche vise à répondre à ce qui apparaît pour nous comme étant des problèmes publics. Donc, de ce point de vue, la définition même des priorités des chercheurs en sciences sociales renvoie inévitablement à des visions du monde, à des représentations de ce qui constitue effectivement des problématiques à résoudre d'une certaine façon. Et puis ensuite, le travail de recherche n'aurait aucun intérêt s'il ne servait pas de point d'appui à des réformes du monde social. Alors, soit ces réformes, elles seront menées par les gouvernants, et donc c'est une recherche qui relève davantage de l'expertise, c'est-à-dire offrir des outils, des éléments de réflexion, des données d'analyse sur la société française qui permettent aux gouvernants de prendre des décisions, et des décisions qui seront étayées par les sciences sociales. Ou alors, ces recherches, elles ont pour vocation de nourrir la critique du système, de l'ordre social,
de l'ordre politique, dans une perspective de transformation sociale. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à ce que la société, par l'intermédiaire des universités et des laboratoires de recherche, finance recherche en sciences sociales ou en sciences politiques. Mais les chercheurs sont quand même soumis à davantage de contraintes que les journalistes. Les chercheurs, quelle que soit leur discipline, sont autonomes. Ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont protégés d'un éventuel contrôle politique ou d'un éventuel contrôle économique. Et en France, c'est ce qu'on appelle le principe de liberté académique. C'est vraiment un principe qui est relativement universel. C'est une condition sine qua non au progrès scientifique, c'est-à-dire que les chercheurs ne soient pas là pour défendre et valider des thèses qui serviraient des intérêts particuliers, et en particulier les intérêts des autorités. Ceci étant dit, bien évidemment, cette autonomie, elle est tempérée par un principe fondamental qui est la régulation par les autres chercheurs. C'est un principe fondamental d'évaluation en permanence, c'est-à-dire que chaque travail scientifique va faire l'objet d'évaluations, parfois de type jury. Donc là, ce sont des collègues a priori plus titrés qui viennent évaluer le travail de façon collective, transparente. Soit ce sont des évaluations qu'on appelle à l'aveugle dans le cadre des publications dans les revues, c'est-à-dire que quelqu'un soumet un article à une revue, 2 collègues vont être mandatés par la revue pour expertiser cet article. Ensuite, dans le cadre français, donc les choses après se passent un peu différemment selon les pays. Pour devenir chercheur professionnel, eh bien, il y a toute une procédure de recrutement qui est assez longue, et en particulier en France, on doit préalablement être qualifié, c'est-à-dire qu'il y a une commission nationale, qu'on appelle le CNU, qui consulte l'ensemble des dossiers des personnes ayant obtenu un doctorat au cours de l'année, en tout cas dans une discipline, et qualifie ou non la personne, c'est-à-dire lui offre la possibilité de concourir. Cette qualification, elle se justifie pour éviter quelque chose qu'on appelle le localisme. Imaginez la situation suivante, vous soutenez votre thèse dans une université donnée, la soutenance de thèse se fait uniquement avec des personnes proches, des amis ou des membres d'un même clan de votre directeur de thèse, et ensuite vous seriez recruté dans cette université. Là, les garanties, si vous voulez, de qualité, de pertinence scientifique, au regard de la confrontation avec les pairs, ne sont plus garanties. D'accord, donc vous êtes finalement assez libre, voire très libre dans le choix de vos sujets de recherche. Donc pour continuer et terminer cette interview, pouvons-nous vous demander sur quel sujet vous avez choisi de travailler prochainement, ou peut-être que vous avez déjà des projets en cours dont vous aimeriez nous parler? J'ai deux projets de recherche, un qui est fortement entamé et qui est finalisé et qui doit faire l'objet de ce qu'on appelle mon habilitation à diriger les recherches. C'est en gros une seconde thèse qui est l'une des conditions pour passer de maître de conférence, qui est mon statut actuel, à professeur des universités. Et donc cette habilitation à diriger des recherches porte sur le journalisme d'investigation, et plus généralement sur la possibilité pour le journalisme de satisfaire ce qui avait été défini comme une de ses missions fondamentales, c'est-à-dire cette capacité à contrôler les actions de celles et ceux qui gouvernent en notre nom, principalement les pouvoirs politiques, mais également les pouvoirs économiques. Essayer de comprendre donc à quelles conditions un tel journalisme est rendu possible, et donc ce qui m'amène à travailler à la fois sur les dimensions économiques en termes de financement de ce type de journalisme, de coûts de ce type de journalisme, à la fois des conditions, on va dire, d'ordre plus sociologique, c'est-à-dire essayer de réfléchir à la question suivante: qu'est-ce qui fait que des personnes, des subordonnés dans une organisation, des rivaux éventuellement, vont faire fuiter des informations susceptibles de servir de point d'appui à la dénonciation de déviances, d'écarts accomplis par des personnalités publiques, et donc notamment qu'est-ce qui rend possible la survenue d'affaires, notamment d'ordre politico-financier. Et puis l'autre volet, c'est à quelles conditions certaines investigations journalistiques vont acquérir une certaine relative notoriété, vont permettre l'enclenchement de controverses, vont produire des effets réformateurs éventuellement. Qu'est-ce qui fait que d'un côté, on a des affaires du type les affaires Cahuzac qui ont conduit à non seulement la démission d'un ministre,
mais plus généralement à une nouvelle législation relative au contrôle des dépenses et des revenus des élus. Et d'un côté, et puis de l'autre, qu'il y a un très grand nombre d'enquêtes journalistiques qui, en soi, sont tout aussi intéressantes, pertinentes, rigoureuses, qui, elles, n'acquièrent aucune notoriété. Donc, avec un collègue, Paul Leder, on a mené une vaste enquête quantitative à recenser la quasi-totalité des enquêtes de Mediapart et du Canard enchaîné depuis 2012 pour essayer de comprendre pourquoi certaines marchent et pourquoi d'autres n'acquièrent pas d'écho dans le reste des médias. Donc ça, c'est le premier qui est quasiment finalisé. Le deuxième chantier sur lequel j'aimerais travailler et avec une équipe de recherche qui serait pluridisciplinaire, avec des économistes, des juristes, des linguistes, des programmateurs informatiques. C'est une compréhension assez fine des transformations de l'écosystème médiatique actuel autour de la question, assez mal formulée ici, de une forme de droitisation observée de l'espace médiatique à travers notamment l'agence, ou plutôt les transformations des chaînes d'information continues. Donc, essayer à la fois de comprendre leur modèle économique, essayer de comprendre la manière dont elles se jouent des formes de régulation, et je pense notamment au contrôle du CSA, qui est supposé garantir une forme d'impartialité dans le journalisme audiovisuel. La manière dont elle se joue aussi des réglementations relatives à la liberté d'expression, essayer de comprendre assez finement les rhétoriques qui sont mobilisées et mettre ceci en relation avec tout un ensemble de problématiques contemporaines, qu'il s'agisse de la question des fake news, qu'il s'agisse de la question des instances éventuelles de régulation du discours journalistique, des transformations des frontières du journalisme, de remise en cause du monopole journalistique dans l'espace public, etc., etc. Donc, essayer vraiment de trouver des points d'articulation entre ces nouvelles problématiques, sachant que ces recherches, elles ont aussi pour moi pour vocation de nourrir à la fois un certain nombre d'interventions publiques que je peux être amené à faire dans des conférences, dans des débats publics organisés par des associations ou par des collectifs militants, et aussi surtout nourrir les enseignements que je peux faire auprès des futurs journalistes, dans la mesure où je pilote le partenariat entre Sciences Po Lille et l'ESJ, donc l'École supérieure de journalisme de Lille, ce qui m'amène à réaliser un certain nombre de cours auprès de ces futurs journalistes, et notamment des cours d'histoire des médias et de sociologie du journalisme. Et pour moi, ça me paraît indispensable d'étayer ces cours par des recherches les plus actualisées possibles. Merci beaucoup Nicolas Cassiaf d'avoir répondu à nos questions et nous avoir éclairé sur vos recherches. Quant à vous qui écoutez ce podcast, nous espérons qu'il vous a plu et vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.